nous avons le plaisir ce soir de recevoir Fabrice No pour le deuxième tome de la série Newman, série de science-fiction. Ouais, tu vas commencer par le prononcer correctement, s'il te plaît. Oui. Newman, j'ai toujours Newman. La forme argotique de new en anglais. D'accord, tu vas nous expliquer tout ça. En fait, c'était pour la présentation, maintenant on l'enlève. Ah oui, maintenant on l'enlève parce plus que à la caméra, sinon je suis devant. Mais on pourra tout le temps te présenter comme au téléachat, tu sais. Okay. Et avant de coucher ça par terre, je présente ça aussi, puisque avant que le premier tome de Newman sorte l'année dernière, on te connaissait principalement pour, d'abord pour ta participation à de nombreux collectifs de bande dessinée et ta part active dans l'aventure Ego Comics. Oui. Et chez Ego Comics, la parution entre la fin des années 90 et le début des années 2000, en gros, des 4 tomes, et non pas 5, de ton journal. Oui. On va, effectivement, tu es là pour Newman, mais par la force des choses, on va parler un peu du journal aussi. Si tu veux. Ou tu m'en empêcheras si tu n'en as pas envie. T'en parleras tout seul. Je peux parler de ce journal pendant des heures. Vas-y. Non, pour en dire 2 mots, ce journal c'était une autobiographie en 5 tomes, qui a en 4 tomes. Décidément, j'ai vraiment du mal. En fait, en plein de tomes prévus, mais bon, pour l'instant en stand-by. Qui a, on peut le dire vraiment franchement sans que tu en aies honte, qui a été un pilier important dans la construction d'une certaine bande dessinée indépendante. Alors plein de mots que tu peux réfuter. Ça permet de caler un meuble. En fait. Qui a posé les pierres de l'autobiographie en bande dessinée, qui a permis à plein de gens de réfléchir. Et sur cette pierre, je construirai ton église. C'est mon second prénom. Église. Qui a posé les bases de plein de réflexions que des gens ont portées plus tard, comme au hasard Jean-Christophe Menu. Jean-Christophe me précède quand même. Oui, mais dans sa réflexion sur l'autobiographie en bande dessinée, il utilise beaucoup comme on fait comme partie de la même génération, on va dire. On est partis un peu ensemble. Mais voilà. Jean-Christophe est quand même beaucoup plus actif de manière sur la bande dessinée en général, et il fait tellement de choses. Il a fait tellement de choses et il fait tellement de choses encore aujourd'hui. Moi, je ne suis que auteur. Il est éditeur. Tu n'es que auteur, mais le journal et les conséquences qu'il a eues, ça on en parlera ou on en parlera pas comme tu veux, mais des conséquences terrifiantes. Sont vraiment, allez, on va finir sur ça. On font vraiment une pierre importante de la bande dessinée d'aujourd'hui. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Toi, tu avais l'intention, en commençant la série Newman, de vraiment, pas tirer un trait, mais en tout cas, tu ne cherchais pas le lectorat du journal, forcément. Tu voulais vraiment arriver avec une série de SF. Tu crois que c'est possible, ça? Tu crois que... Non, parce que moi, quand tu dis ça m'a un peu surpris. Forcément, vont aller... Alors, peut-être le lectorat de SF, dont je ne faisais pas partie jusqu'à Newman, et ça on va en parler, mais forcément vont aller vers Newman les gens qui ont lu le journal parce qu'ils ont lu le journal. Donc pour toi il n'y a pas de transition. C'est leur problème. Comment elle s'est faite l'envie, alors pas de passer parce que pour toi le passage il est évident, mais le passage à l'acte sur le fait, et cette fois je lis de la SF depuis longtemps, j'adore ça, je vais m'y mettre. En fait, disons qu'effectivement, quelqu'un qui a lu le journal et s'y est un peu intéressé, quelqu'un qui s'y est beaucoup intéressé, on va dire, logiquement, je ne pense pas qu'il soit étonné de me voir dans un récit de science-fiction, parce que j'en parle très régulièrement dans le journal. J'en ai parlé très souvent en public, à l'occasion d'autres types d'interviews, de conférences de débat, d'articles ou que sais-je, que je dirais même que je viens, à l'inverse même de la science-fiction, même si je n'ai rien publié avant. J'ai toujours souhaité en faire. Alors, cette série, précisément, c'est arrivé à un moment donné d'un certain tournant dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Effectivement, le journal a 4 tomes, il est prévu jusqu'à ma mort. Donc, il y en a 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 800 pages actuellement autobiographiques non publiées. Toujours chez Ego Comics ? Non publiées, donc là, toujours chez moi. Toujours dans mes cartons et sur des étagères. Éventuellement chez eux, ils sont prêts à poursuivre l'aventure. Oui, c'est plus que ça. C'est-à-dire que
l'aventure avec Loïc Néou d'Ego Comics. D'abord, c'est un ami. On s'est rencontrés à l'école ensemble. On a créé la maison ensemble, à plusieurs, avec d'autres personnes, dont Xavier Mussa notamment. Moi, très vite, j'ai quitté l'aventure éditoriale, on va dire, pour me consacrer exclusivement à l'aventure en tant qu'auteur. Mais en dehors ou indépendamment de l'amitié que nous avons, on se connaît depuis tellement... Enfin, je veux dire, Loïc il a plus confiance en moi que je n'ai confiance en moi sur ce travail-là. Et je dirais qu'il est presque prêt à publier les yeux fermés tout ce que je lui présenterai qui serait autobiographique. Là-dessus, moi j'ai quelques réserves, mais lui, il n'attend que ça. Il n'attend que ça, que je fasse enfin le 5, le 6 et d'autres livres pour lui. Moi, pour tout un tas de raisons diverses et variées qui seraient un peu fastidieuses d'exposer ici, j'ai eu une période où la nécessité s'est moins faite sentir de poursuivre ce travail. Quand elle est revenue, d'autres types de difficultés sont apparues qui m'ont empêché de continuer, du moins de proposer en publication des pages autobiographiques. Ça, on peut en parler en 2 mots, peut-être plus tard ? Un peu plus tard, peut-être, parce que là, ça va être un peu compliqué de l'installer maintenant. Mais, et cette envie de faire de la fiction, déjà, avant de la science-fiction, mais de faire de la fiction, elle a toujours été là. Puis on n'a qu'une vie, on n'a que 2 bras, en l'occurrence qu'une seule main pour dessiner. J'ai un dessin qui n'est pas des plus faciles à réaliser, ou voire à regarder, même voire à lire, pas forcément. Donc c'est très long. Pour moi, le dessin est quelque chose d'assez laborieux, d'assez fastidieux. Je prends beaucoup de plaisir, mais c'est quand même fastidieux. Et bon, c'est arrivé à un moment donné où je me suis dit, bon, tiens, là, c'est maintenant. Si je me mettais à ces récits dont je rêve depuis longtemps, ces récits de fiction, de science-fiction. Les toutes premières pages, par exemple, du premier tome de Newman sont très anciennes. Oui, on peut essayer de... Elles ont plus de 12 ans, par exemple. Alors, un lecteur aujourd'hui s'en rendrait peut-être pas compte, mais les toutes premières pages, c'était un projet déjà entamé depuis très longtemps, que j'avais proposé, qui avait été refusé, et j'avais abandonné comme ça, mais c'était toujours dans un coin. Alors, en fait, pas les toutes premières. La scène suivante, la scène d'émeute dans la ville. Voilà encore un coup. Même pas celle-ci, parce que celle-ci est récente, mais voilà. Ces pages-là, elles sont vraiment très anciennes. Quelques retouches, mais elles sont très anciennes. Alors pareil, moi je dessine en noir et blanc. Il y a un coloriste qui s'est chargé de faire la couleur du travail. Moi je ne suis pas du tout coloriste. Ça, c'est une de mes questions aussi sur la transition entre scénariste et dessinateur, enfin, mais pas coloriste. Sur la transition entre le journal et Newman, c'est le passage à la couleur aussi. Ça influe ton dessin ? Alors oui, dessines en sachant ? Oui et non. Disons que déjà, c'est pas le même format, c'est pas les mêmes éditions, c'est pas le même lectorat effectivement visé a priori. C'est pas le même éditeur, c'est pas la même collection. On est dans du récit classique. Tout ça, tu l'as en tête dès les Oui, forcément. Je n'adapte pas forcément mon récit en me disant ah c'est tel public. Je m'en fous. Enfin, pour les gens qui connaissent mon travail de journal, je pense que je n'ai pas besoin de défendre le fait que je ne suis pas quelqu'un de vénal ou de quoi que ce soit qui s'est dit je vais faire de la SF parce que ça va faire du fric. D'ailleurs, c'est un ratage complet. Et pas opportuniste, effectivement. Et c'est que j'avais envie de le faire, mais en tout cas, je ne me dis pas je vais me retenir là-dessus parce que les gens ne vont pas comprendre ou Non, je pense que le récit, pour ceux qui l'ont lu, est suffisamment complexe pour... Enfin, je ne me retiens pas là-dessus. Pour moi, c'est le même travail. C'est-à-dire que la façon de découper, de dessiner, c'est à peu près la même chose. La façon de gérer la narration, le récit, c'est à peu près pareil. Après, voilà, c'est pas une autobiographie, c'est de la science-fiction. Donc forcément, c'est un genre. Il y a des contraintes, entre guillemets, de genre. Mais pour moi, c'est pas des contraintes, puisque j'adore ça. Donc c'est pas de la contrainte, mais installer effectivement des personnages, installer une dramaturgie dans un format court, parce que là on est sur 48 pages, dans un format court contraint, c'est-à-dire c'est 48 pages, pas une de plus, pas une de moins, alors que le journal, je décidais comme je voulais du nombre de pages, si l'éditeur évidemment est d'accord pour faire un bouquin de 400 pages et non pas de 50, c'est sûr. Mais là, donc, il y a des contraintes de forme, on va dire, donc des contraintes de dramaturgie, d'installation de personnages. On est obligé d'être un peu plus synthétique, un peu plus... mais moi, j'y tenais, un peu plus classique dans la façon de raconter. Donc, voilà, on ne va pas commencer, je ne sais pas,
sur un détail d'un objet en installant un dialogue, j'aurais pu le faire. Mais une notion d'efficacité. C'est vraiment carrément. efficacité, Ouais. plan large, pour qu'on comprenne très vite où ça se passe. Donc genre intérieur jour, extérieur nuit, j'en sais rien. Et ensuite, en 2-3 cases, on arrive sur les personnages et les scènes commencent là où elles commencent, elles se terminent là où elles se terminent. Ce qui n'est pas la même façon de raconter dans un récit autobiographique où on peut commencer sur du non commencé, achever sur de l'inachevé. Bon, pareil, maintenant, on n'est pas obligé de faire ça dans un cas comme dans l'autre. Moi, je trouvais que dans un 48 pages cartonné couleur, aussi avec un certain nombre de contraintes enfin, on ne peut pas se permettre de commencer un récit très abstrait, très discursif ou que sais-je. Il faut quand même être assez efficace. J'avais envie de ça, je l'ai fait comme ça. Est-ce que du coup, au niveau du scénario, ça implique un travail d'écriture beaucoup plus important et beaucoup plus rigoureux? Alors, et est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu? Alors oui et non, parce que en fait, je me suis rendu compte à l'usage, enfin à l'expérience, que oui, c'est quand même pas tout à fait la même écriture. Mais jusqu'à présent, jusqu'au 2, j'ai fait comme j'ai voulu et comme j'ai toujours envisagé le journal, c'est-à-dire c'est complètement improvisé. Oui, ok. C'est pas, tu pars pas d'un scénario. Ouais, je dis ça, j'ai pas dessiné mes pages comme ça, mais je n'écris pas un scénario avec les dialogues installés. Je ne comprends pas cette façon de fonctionner de toute façon des scénaristes traditionnels. Je ne comprends pas. Pour moi, la bande dessinée, c'est un récit qui se déroule, c'est une mise en page de pages, donc ce sont des images. Je ne comprends pas qu'on puisse écrire, par exemple, en mettant extérieur nuit, un bâtiment comme ça, le personnage arrive, ouvre la porte. C'est de la bande dessinée. On prend son crayon, on fait un storyboard directement. C'est comme ça qu'on fonctionne, me semble-t-il. Donc moi, j'ai jamais compris comment on pouvait écrire, c'est-à-dire vraiment écrire avec une plume ou un clavier, un scénario pour de la bande dessinée. Pour moi, l'écriture, c'est déjà de prendre son crayon et de commencer à faire des cases. Mais même ça, je ne l'ai même pas fait. Ou alors des petites séquences qui avaient besoin d'être réglées assez efficacement. Une petite bagarre, un petit machin, voilà, un chant, un contre-chant, comment je le fais, comment je le règle, chose que j'ai pas... Mais sinon, j'ai vraiment travaillé à tort ou à raison, en partie à tort, en partie à raison, comme j'ai travaillé jusqu'à présent le journal. Je dirais presque que le montage se fait à la fin. Mais malgré tout, je suis resté assez chronologique, assez... Ça n'a pas changé grand-chose, mais j'aurais pu envisager l'écriture un peu autrement. Je pense que pour l'éventuelle suite, je vais être un petit peu plus classique là aussi dans la façon d'écrire, traditionnelle. C'est ça, parce qu'au-delà du fait que ce soit de la bande dessinée, j'ai l'impression que le genre science-fiction, qui est quand même assez codé, moi je t'imaginais vraiment bien ayant fait un scénario assez précis en fait. Pas du tout. Okay. C'est le bordel. J'ai vraiment l'impression que la science-fiction est impliquée par ses codes et par comme je disais, c'est-à-dire c'est quelque chose que j'aime. Donc les codes, je les ai à la limite. Enfin, je les ai, c'est peut-être la prétention, mais j'adore ça. Je regarde des séries de science-fiction anglo-saxonnes qui sont les meilleures qui sont actuellement. Doctor Who, ce genre de choses qui m'éclatent complètement. Et c'est tellement intégré depuis que je suis tout petit. C'est tellement intégré que les codes... C'est quoi les codes? On va dire le voyage dans le temps, le space opéra, ce qui n'est pas le cas. On est plutôt dans de l'anticipation politique. Bon. Mais c'est quoi les codes, quoi? Effectivement, qu'est-ce que c'est que... Il y en a. Mais pour le coup, ils sont tellement intégrés. Ouais. Tellement intégrés que moi, c'est le pied, quoi. J'ai envie de montrer de la technologie, j'ai envie de montrer des bâtiments un peu futuristes. Et ceci étant, le petit coup de cœur que j'ai fait tout à l'heure en parlant de Zaha Hadid, l'architecte irakienne, c'est que je cite quasiment des architectures de cette brave dame dans Newman numéro 2, parce que j'adore l'architecture contemporaine. Et après, j'adore la science, j'adore l'astrophysique, j'adore la science physique quantique assez pointue, même si j'y comprends que dalle, mais j'adore ça, j'adore les équations, j'adore quand on me parle de boson de Higgs, j'adore quand on me parle de théorie des supercordes, de gravitation quantique en boucle. Moi, ça me fait complètement délirer. Je m'y suis intéressé, donc je comprends un peu ce qui s'y passe, et puis j'utilise ça à mort. Et c'est quoi la fascination là-dedans? C'est toutes ces formes scientifiques qui permettent de rationaliser un peu... pour moi, c'est l'inverse. C'est tellement, je trouve qu'il y a tellement plus de rêves dans la science et de magie dans la science et la science physique et l'astrophysique aujourd'hui que dans la religion. Je trouve qu'un monde régi par la religion est plus étroit qu'aujourd'hui le monde par la science et l'astrophysique. Quand on parle de particules élémentaires et de tout ce qu'on est en train de découvrir grâce au LHC, au CERN, moi, ça me fait
ça m'ouvre les boîtes noires de l'inconscient 10 000 fois plus que quand on me parle de Saint-Michel ou de je sais pas quoi. Mais alors, tu parlais des coups de cœur que tu as fait tout à l'heure. Donc, un était Zaha Hadid et cette architecture. Effectivement, ça ne m'étonne pas en y repensant qu'on retrouve des bâtiments de Zaha Hadid futuristes sans être modernistes là-dedans. Ton deuxième coup de cœur, c'était de la peinture flamande. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui, dans ton dessin, t'influence? Pas forcément la peinture flamande, mais une peinture, en tout cas un dessin qui n'est pas de la bande dessinée ni de l'illustration, mais une peinture très classique. Alors, dans Newman, non. Dans le journal, un peu plus. Ça m'aurait pas plus étonné que ça, par exemple, pour les visages ou pour... De fait, vu que je viens du journal avant tout, forcément, il y a une... moi, j'adore le portrait, j'adore le visage. C'est pour ça que j'adore Holbein, parce que c'est quand même un peintre du portrait avant toute chose. Mais je crois que c'est absolument pas comparable, évidemment, que ce soit Newman ou même le journal. Mais... disons, dans un récit autobiographique, ça va beaucoup plus pas m'influencer. L'influence, elle est là. Donc, ça ne va pas m'influencer pour raconter le récit. L'influence, elle est déjà là. Donc, c'est cette inspiration-là de peinture classique. Cela dit, j'adore l'art contemporain également. Hein. C'est pas un souci, la musique contemporaine. Mais pour du dessin réaliste, oui, je vais regarder vers les classiques, et Holbein en l'occurrence. Après, moi, j'ai fait les Beaux-Arts, donc j'ai une formation... semi-classique, de dessin d'observation, de croquis. Je passe mon temps, j'étais en vacances à Lyon, j'ai passé mon temps sur les vélos, ça s'appelle le Vélove là-bas, à faire tout le tour de Lyon avec mon carnet de croquis en main. Le sac qui est ici rempli de carnets de croquis de tous les formats divers et variés, j'en ai un dans la poche, et je passe mon temps à me poser dans un coin, à regarder tout et à dessiner, quoi. À dessiner des rues, à dessiner... les gens sont un peu plus durs parce que ça va plus vite, mais effectivement, déjà à l'époque du journal, on n'était pas. C'est vraiment dans le journal, ça. C'est vrai que Newman, c'est autre chose que c'est des personnages inventés. Il y a quand même ce dessin, dans le détail et ce dessin très réaliste qui, du coup, est proche du dessin classique de SF ou de BD d'aventure en général. Du compte, ouais. Ce qui m'avait été reproché en mon temps au moment du début du journal, puisque ce début de la bande dessinée indépendante, qui n'a eu que 5 glorieuses, on va dire, parce que la bande dessinée s'est totalement effondrée. Et grâce à nous. Et en fait, j'étais quasiment l'un des seuls dessinateurs réalistes classiques. Ça veut rien dire, parce que le réalisme, pour moi, ça veut tellement rien dire. Je pense que les gens qui viennent ou aiment la bande dessinée indépendante, je ne sais pas comment ils font, arrivent à déterminer beaucoup plus de différences de style entre Trondheim, David B. Et tous les dessinateurs de Bonhomme Patate qui leur suivent, qu'entre deux dessinateurs réalistes de bande dessinée qui n'ont rien à voir. Et je trouve que là, de ce côté-là, il y a quand même un problème de culture visuelle assez fort. Bon, attention, je ne chie pas sur la BD 1D pour ça. Non, mais c'est intéressant. Mais j'étais l'un des premiers à avoir un dessin classico-réaliste, tel que eux l'appelaient, parce que pour moi, j'estime même pas avoir un dessin réaliste du tout. Il y avait effectivement, dans ces débuts de la BD, les débuts de Cornelius et de Lasso, il y avait cette volonté, à part chez quelques-uns, je mettrais Blutch vraiment à part dans un truc comme ça, cette volonté de ne pas montrer de savoir-faire. Et toi, tu es arrivé, non seulement avec le dessin, mais tu le disais. Oui, tu le disais, il y a un geste, il y a une technique, c'est des choses importantes pour moi. Je crayonne avant, et il y a eu cette espèce d'école du spontanéisme absolu, je fais pas de brouillon, je fais rien. Alors que je viens de dire que j'improvisais aussi, enfin bon. Tu peux improviser et te reprendre, c'est autre chose. Voilà, exactement, on peut s'improviser, et aussi avoir de la correction à tous les niveaux. Et ce que je trouve dans certains auteurs de bande dessinée indépendante aujourd'hui, il n'y a plus de correction à tout niveau d'ailleurs. Et effectivement, au tout début, c'était quelque chose qui m'avait été vraiment reproché. C'est quoi ce dessin froid? Et même, j'ai eu des articles dévastateurs qui étaient censés être des choses élogieuses, notamment dans Télérama, avec une brave idiote de journaliste qui faisait l'éloge de Sfar et compagnie. Et arrivé à moi, c'était il a un dessin pas très innovant, mais la richesse est ailleurs. Donc dans ses récits, le social, le machin, tout ça. Bon. Ou alors la psychologie de l'intime, qui m'a toujours gonflé. Et le trait sensible, il ne faut pas oublier que sensible, c'était un autre mot au 19e siècle pour dire PD. Et en fait, c'était vraiment... moi, ça m'a vachement choqué à l'époque. Maintenant, j'en suis un peu revenu. Mais enfin, je me suis un peu calmé par rapport à ça. Mais à l'époque, ça m'avait vraiment blessé beaucoup et joué des tours. Moi, je vais te dire, à l'époque, quand j'avais commencé à lire le journal, je le lisais plus pour le sujet et parce que l'autobiographie m'intéresse, des choses comme ça. Et le dessin n'était pas le dessin auquel j'étais habitué, pas forcément le dessin
que j'avais envie de lire, de il y a une regarder. froideur, il y a une froideur dans mon dessin. Et puis effectivement, il y a un classicisme aussi. Et j'ai compris l'intérêt de ce dessin, au moins dans le journal, au moment où tu commences à vraiment dessiner des corps nus d'hommes. Et ça, c'était... Il n'y en a pas tant que ça, en même temps. Dans le journal ? Un petit peu quand même. Mais bon, écoute, ça marque alors, moi je m'en souviens. Oui, mais il y en a vraiment très peu. Et c'était un peu faire la transition. Moi, une des choses qui m'a fait rire, c'est de retrouver certains personnages. Oui. C'était un jeu... Pas personnage, mais certains physiques. Oui. On reconnaît un peu des gens. Enfin, des gens, non, des types, pour le coup. Oui, ça, bien sûr. Mais alors ça, c'est à la fois clairement une complaisance, de ma part. Je dessine des fantasmes. Voilà, mais c'est ce que je voulais t'entendre dire. Oui, complètement. C'est que tu parles de tes fantasmes et puis on les voit mis... Ouais. Et c'est moins légitime dans la fiction, à la limite, parce que dans l'autobiographie, pour le coup, je parle de ça. Dans la fiction, ça peut être une complaisance. Ceci étant, je le fais avec la conscience de le faire, parce que, je dirais pas les autres non pas, mais certains auteurs de fiction classique dans la bande dessinée non pas, ils vont dessiner la meuf qui leur plaît sans se rendre compte qu'ils dessinent un fantasme non digéré, non interprété en tant que fantasme qui peut se décrypter de manière sociale, culturelle et tout ça. Moi je le fais assez consciemment et je me suis même amusé à ce qu'on appelle chez les geeks BD aujourd'hui le mode badass, vilaine fesse. Couverture du 2, la demoiselle, elle est en retrait de face, le mec, il a une torsion, on le voit quand même le postérieur, très joyeusement, et à l'intérieur des pages, pareil, dès que je peux, le mec tourne et montre des fesses à la Botero assez volumineuses. Et ça, je l'ai fait consciemment parce que la mode actuelle dans certaines couvertures de comics et de bandes dessinées de fiction franco-belge, c'est du badass sur les gonzesses en permanence. Et ils ne s'en rendent pas compte. Avec une autre tendance qui est la tendance le bras sur l'épaule, je suis fragile. Oui. Et les pieds mais là, surtout le badass, c'est pendant un temps c'était les miches, évidemment. Mais là, c'est vraiment ah, mais mon sang, pourquoi je me retrouve comme ça? Et là, pas loupé. Quand tu dis que tu es lecteur de SF, c'est bande dessinée, série, film, tu l'as dit. C'est aussi littérature ou c'est vraiment un jeu visuel qui t'intéresse là-dedans? Alors c'est plutôt un jeu visuel. Sur la littérature, alors curieusement, mais c'est venu par le cinéma, j'ai une vieille culture SF, des Van Vogt, C. Clarke, Bradbury, ces gens-là. Je commence seulement à lire Dune, par exemple. Oui, un peu de silence, s'il vous plaît. Et en fait, Huxley, ce genre de choses. Il y a une littérature de science-fiction pléthorique, hallucinante, que personne ne connaît. Une littérature de science-fiction russe, par exemple, qui n'est pas traduite et que je ne connais pas, mais je connais quelques amis russes qui m'ont dit on a la meilleure science-fiction du monde. La science-fiction contemporaine anglo-saxonne de littérature, je la connais moins, sauf récemment, parce que j'ai vu le film Cloud, Atlas, des frères Wachowski qui ont fait Matrix. Enfin des frères-sœurs maintenant, parce qu'il y en a un qui a changé de sexe, et qui ont fait ce film avec un troisième réalisateur qui était celui qui voulait faire l'adaptation. C'est un livre de Cloud Atlas, qui est un film incroyable, et on m'a offert le roman dans la même occasion, que je suis en train de lire. Donc je découvre aussi, qui est vraiment très très bien. C'est deux choses totalement... Enfin, c'est exactement la même chose, mais en même temps c'est totalement différent. Et ce qui m'a intéressé dedans, c'est un petit chef-d'œuvre déjà. Enfin, je parle du film pour le coup, parce que le livre, je suis en train de le lire, donc... J'ai l'avis de quelqu'un qui lit le livre après avoir vu le film. Mais c'est 6 histoires différentes, 6 niveaux de narration différents, imbriqués les uns dans les autres. Ça commence en 1850, ça se termine à la fin des temps. Et c'est l'extrait d'un journal d'un type en 1850 qui voyage, qui se retrouve, c'est autour de l'esclavage, qui se retrouve au temps de l'esclavage sur une frégate avec un noir clandestin qui va plus ou moins être amené à protéger pendant son voyage. C'est un extrait de ce journal. La suite, c'est un jeune compositeur, Frobisher, qui se retrouve complètement sans dessous des années 30, donc entre les deux guerres, qui se retrouve à faire le transcripteur d'un vieux compositeur installé qui ne peut plus composer parce qu'il ne peut plus écrire, et donc ce jeune vient l'aider à écrire, et lui-même a évidemment toute une œuvre en gestation
Et ça va être le combat entre ces deux personnages dont le vieux va essayer de capter le génie du jeune, même si le vieux a beaucoup de talent. Mais bon. Et c'est toute une histoire justement sur l'esclavage, sur la domination des forts sur les faibles, en permanence. Donc la troisième histoire, c'est une journaliste pendant les années 60-70 qui va déjouer un complot autour d'une centrale nucléaire. La quatrième histoire, c'est contemporain, c'est un éditeur qui édite un mafieux qui a écrit un bouquin assez mal écrit, mais qui décide le soir d'une quelconque vernissage de tuer un critique qui lui a fait une critique dévastatrice en le jetant par la fenêtre. Et donc l'éditeur se retrouve embrigadé dans un truc incroyable avec la mafia des frères qui le poursuivent et tout ça. Et c'est très très drôle, très très drôle. Et après, cinquième histoire, c'est un clone en 2200 et quelques qui se retrouve à être à la tête de la révolte des clones qui sont utilisés comme de la chair à canon et de la chair tout court, Soleil Vert. Et le dernier récit, c'est un peu la fin des temps, c'est la fin de la science et tout ça, avec une espèce de type un peu primitif comme ça, qui se retrouve à sympathiser avec une femme qui vient d'une civilisation scientifique assez pointue. Ils vont s'aider l'un et l'autre contre des cannibales qui poursuivent rien à voir, et tous les récits sont liés. Tous complètement liés, et dans le film, ils sont complètement... dans le roman, c'est assez net, les histoires sont assez nettes. Dans le film, évidemment, il y a Wachowski s'amuse et j'admire profondément ce génie de la narration. Cette narration, comme ça, c'est un truc qui t'intéresse. Et c'est des histoires qui n'ont rien à voir a priori. Et en fait, il y a un fil rouge extrêmement fort. Il y a même des événements qui provoquent chaque histoire d'un siècle à l'autre, comme ça. C'est extraordinaire. Robert Mitchell, je crois, l'auteur du roman. C'est quelque chose vers lequel tu as envie d'aller, toi, des narrations comme ça? Oh ben oui, et j'ai vu Cloud Atlas récemment. Je parle de ça parce que je l'ai vu récemment, mais dans Newman, en fait, je me retrouve. J'ai pas fait exprès, mais il y a 7 ou 8 personnages. J'ai été un peu ambitieux là-dessus. Mais moi, je trouve que déjà le journal est fait de choses qui s'imbriquent les unes après les autres et qui viennent lentement. C'est la vie pour le coup, donc bon, c'est un peu plus logique. C'est pour ça que cette narration est comme ça. Après, autour de Newman, il y a une histoire éditoriale dont il vaut le coup de parler quand même. C'est qu'elle est prévue en 3 tomes. Ouais. Et qu'a priori, on ne sait pas si le 3e va sortir. Moi, je sais ce qui sortira pas. Ouais. Pas chez eux. En tout cas, pas chez eux, parce que moi, il est hors de question que j'arrête ce récit pile au moment où je commence à m'éclater. Donc, j'ai vu mon éditrice tout à l'heure, on en a parlé un peu. Ça se passe très bien avec elle. Je veux dire, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Corinne Bertrand, des éditions Cadran. C'est quelqu'un que j'ai aucun problème avec elle. Je dirais, elle est un peu entre le marteau et l'enclume du marché. De toute façon, elle n'est pas très décisionnaire là-dessus, on va dire. D'autres décident à sa place. Ça ne se poursuivra pas. Moi, je dis, il est hors de question que j'arrête le récit au moment où je m'éclate. Donc, je le poursuivrai. Elle m'a dit, oui, bon, il y a peut-être plusieurs solutions. On va essayer de voir ça ensemble et tout. Donc, je le poursuivrai d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il en soit. Mais effectivement, pour être clair, il n'y aura pas de tome 3. C'est un four commercial total. Ouais, mais on se retrouve quand même dans le cas, moi je trouve ça un poil révoltant quand même. On se trouve quand même dans le cas d'un éditeur qui dit ok, vas-y, balance-nous ta série et puis on arrête au 2e. Ah, le monde de l'édition, le formidable monde de l'édition, étranglé par le marché, la main aveugle du marché, effectivement. Et du coup, on a d'un côté une série, puisque c'est aussi presque une série chez un éditeur indépendant qui n'attend que la suite, et puis une série qui est prête chez un éditeur grand public qui ne veut pas de la suite. Qui ne veut pas la suite. Bon, bah, ils ne veulent pas de moi, tant pis. Je ne veux pas d'eux non plus, tant pis. Après, pour presque terminer, moi je veux bien qu'on revienne vite fait, sans faire dans le people, sans faire dans le scandaleux, sur ce dont on parlait tout à l'heure, sur comment c'est un peu, au moins temporairement, arrêté l'aventure du journal. Parce que moi je trouve ça intéressant juste dans la mesure où ça a influencé à mon avis, enfin je suppose, ton passage à la fiction. Bah, disons ça l'a influencé de manière pragmatique. Voilà. Puisque comme je disais, j'ai toujours voulu faire de la fiction et de la science-fiction, donc c'est pas ça qui m'aura empêché de le faire. Par contre ça a peut-être accéléré à un moment donné le mouvement. Enfin accéléré, en même temps j'ai 44 ans, je m'y suis mis malgré tout un peu tard. Alors après, encore une fois, il y a plein de raisons pour lesquelles le journal a été mis en stand-by, mais effectivement il y en a une qui est un peu pénible. C'est le sacro-saint droit à l'image, ou droit de risque d'atteinte à la vie privée, chose auxquelles même les romanciers retrouvent heurtés aujourd'hui. Christine Angot en première ligne, mais on a eu également notre ineffable journaliste Patrick Poivre d'Arvor en France, qui
quoi qu'on en pense, on pourra se dire « Ah, mais on s'en fout, ce mec est un con, il écrit pas ses livres, c'est un mec qui l'a fait, etc. » Les accusations qui ont condamné le livre qu'il a écrit, donc qui s'appelait « Fragment d'une femme perdue », sont absolument terrifiantes juridiquement. Donc c'est atteinte à la vie privée, atteinte à la propriété intellectuelle, parce qu'il a cité des mails ou des lettres de son amante dont il s'est inspiré pour faire le personnage Violette du roman. Et il s'est retrouvé peut-être presque plus accusé de plagiat et d'atteinte à la propriété intellectuelle parce qu'il citait des passages de lettres. Bon, ok. Que d'atteinte à la vie privée, mais également d'atteinte à la vie privée, parce que par là même, on reconstituait la réalité du personnage inventé. Et alors imaginez en bande dessinée quand vous rajoutez l'image, et que en plus vous avez bêtement par défaut un style réaliste comme le mien, où vous dessinez les gens qui sont en face de vous et qui ne sont pas forcément d'accord, et dont vous ne demandez pas l'autorisation, parce que si vous demandez l'autorisation à tout le monde, vous ne l'avez pas. Simplement parce que si vous voulez raconter conflit avec quelqu'un, forcément c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, donc c'est forcément quelqu'un qui va vous dire non quand vous allez vouloir avoir son accord, donc vous pouvez que raconter que les choses qui se passent bien, et même là, de toute façon, les gens sont jamais contents de la tête que vous leur faites, parce que on est tous des stars, et on a tous envie d'être merveilleusement pris en photo, et donc on se trouve tous moches, et on a tous des vies de merde, et donc on accuse l'autre de nous avoir fait un portrait qui n'était pas le portrait sublime qu'on a de soi à l'intérieur de nous. Donc voilà, ça c'est le droit à l'image et l'atteinte à la vie privée. Donc entre autres, à cause de ça, j'ai dû, non pas arrêter, mais bon, je ne sais pas trop quoi faire, parce que... Il y a toujours quelque chose, il y a toujours des affaires juridiques en cours. En cours, non, j'ai jamais eu de problème effectif, mais la menace, elle est là en permanence, parce que tout tombe sous le coup de la loi. Et toutes les pages déjà publiées tombent toutes sous le coup de la loi. J'ai juste eu la chance de passer à travers les mailles du filet. C'est-à-dire que personne n'a porté plainte. Mais à peu près, tout le monde pouvait porter plainte, parce que j'ai aucune autorisation. Loïc pouvait porter plainte, Alain, Dominique, évidemment, par-dessus tout, le personnage, enfin la figure, non, je préfère dire figure que personnage en fiction, figure en autobiographie. La figure de Dominique dans le tome 3, il pouvait tout à fait porter plainte. Il ne l'a pas fait, en revanche, tout son entourage a fortement conseillé qu'il le fasse, parce que aujourd'hui, comme j'ai un petit nom, ils veulent bien reconnaître que Fabrice No est un auteur intéressant, mais alors l'être humain derrière est une ordure finie, évidemment, puisqu'il a dessiné des gens sans leur demander leur autorisation. Voilà. On se retrouvait en plus, enfin tout ça a été encore plus compliqué que ça, puisqu'on se retrouvait mêlé à des questions de sexualité aussi. Oui, mais ce qui est terrible, c'est que même ça, au niveau juridique, aujourd'hui, c'est complètement passé par-dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'il suffit que vous n'ayez simplement pas l'autorisation de la personne et qu'elle décide d'intenter une démarche juridique, vous perdez. Parce que vous n'avez pas la signature sur un papier de j'autorise un tel, d'utiliser mon image ou de parler de tel événement, d'une vie en commun que potentiellement on pourrait reconnaître. Et surtout, c'est que la bascule s'est faite qu'au moment où j'ai commencé le journal, j'étais convaincu, et je pense que l'état de la loi me donnait raison à ce moment-là, qu'il fallait impérativement que l'autre prouve que c'était bien lui. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Comme en photographie, c'est à l'auteur de prouver que ce n'est pas l'autre et qu'il n'avait pas l'intention de le faire en plus. Bon, donc c'est devenu absurde. Mais les premiers en ligne de mire de ça sont les photographes qui ne peuvent absolument plus rien photographier aujourd'hui. Et si on fait l'état des lieux de toutes les juridictions et jurisprudences sur le droit à l'image et l'atteinte à la vie privée, on ne peut vraiment absolument plus rien créer. Et donc toute œuvre aujourd'hui, même de fiction qui est faite, et qui est en librairie et qui n'est pas interdite, ce sont juste des œuvres qui passent à travers les mailles du filet de gens potentiellement se sentant lésés qui n'ont pas fait la démarche de faire le procès. Il faut le savoir. Moi, je milite vraiment contre le droit à l'image et contre également cette pseudo-atteinte à la vie privée, soi-disant. En tout cas, peut-être la seule bonne chose dans tout ça, c'est que c'est une des choses qui t'ont poussé à commencer Newman. À pousser de manière pragmatique. Est-ce que quelqu'un dans le public a une question à poser à Fabrice? Non. S'il y a des gens qui veulent faire dédicacer soit un des 2 tomes de Newman, soit le journal, Fabrice va se livrer à l'exercice de la dédicace pour ceux qui veulent. Merci beaucoup. Merci.